Cette information, iTélé, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Il est 11h30, la France va entrer en état de choc. Les frères Kouachi viennent d'attaquer Charlie Hebdo, tuant 12 personnes avant de prendre la fuite. À gauche! Là! Ces images vont faire le tour de la planète. Elles sont filmées par des journalistes indépendants de l'agence Première Ligne. Les deux terroristes sont en bas et tirent vers des forces de l'ordre qui sont dans la rue, ici à droite. Quelques minutes après l'attaque terroriste, les équipes de Première Ligne entrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils m'ont raconté une scène inimaginable avec énormément de sang, de très nombreux cadavres, et quelques blessés. Et leur réflexe a été de porter secours tout de suite aux blessés. Deux de nos journalistes ont accompagné l'un des journalistes de l'équipe de Charlie Hebdo jusqu'au rez-de-chaussée. Et au moment où les secours sont arrivés et les forces de l'ordre sont arrivées. Au siège du journal, la scène de guerre est rapidement bouclée par les forces de l'ordre. François Hollande prend la parole pour la première fois. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Très vite, les forces de police se positionnent devant toutes les rédactions, comme ici, à la maison de la radio. À l'intérieur, l'antenne continue. Bonsoir à tous. Ils ont sans doute choqué certains d'entre vous, ils en ont fait rire d'autres. Ils se battaient, en tout cas, on vient de l'entendre, pour la liberté de parler, de dessiner, la liberté de la presse. Et ils sont morts aujourd'hui sous des balles terroristes. Bernard Maris, l'une des victimes de la fusillade, était chroniqueur à Radio France. Jean-François Aquili, du service politique, l'a longtemps côtoyé. Malgré l'émotion, sa première urgence est de trouver un invité politique pour la matinale du lendemain. Là j'ai lancé Bernard Cazeneuve, j'ai lancé Jean, ils sont tous en réunion, ils sont tous... T'as besoin d'aide? Non, mais je bouge pas, ça, pas de souci. Bernard Maris. Et puis les autres, je les connaissais bien en plus. Il faut dépasser ça, oui, il faut faire son métier. C'est difficile de faire abstraction justement de tout ça. Difficile, oui, il faut le faire. Voilà, et puis il faut informer les militaires. Moi, j'ai conscience de ce que je viens de voir. L'émotion, elle s'arrête à la porte du studio. Quand on est en studio, on est professionnel, on donne de l'information et on est là pour ça. On est là pour servir un public qui veut la dernière information. Et donc on s'efforce de la donner de la façon la plus professionnelle qui soit. Ça va ? À Libération, c'est l'inquiétude qui prédomine chez les salariés. Un des leurs, Philippe Lançon, a été gravement blessé dans l'attaque. Et Geoffroy, il n'a pas des nouvelles non, on fraîches, sait rien, on sait rien. Ça va durer longtemps, tu sais. Dès que j'en ai, je te... Les salariés ont depuis été rassurés, sa vie n'est plus en danger. Pour transcrire au mieux cette émotion, Laurent Geoffrin se concentre sur le titre qui va faire la une du journal le lendemain. C'est quoi, Nous sommes tous Charlie. J'étais derrière toi. Hein. Pardon. En fond noir. Mais je suis Charlie là. Voilà. C'était pour Le Pen, 21 avril. Où je suis Charlie. Je suis Charlie. Essaye, je suis Charlie. Nous sommes tous. C'est mieux que Nous sommes Charlie. Nous sommes tous, c'est mieux. Nous sommes tous. Nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie, quand même. Ces quelques mots vont devenir un refrain planétaire. Ce soir-là, dans Paris, 15 000 personnes crient leur colère. La liberté est son symbole, des crayons pointés en l'air par la foule. En assassinant la presse, la liberté de la presse, on s'attaque à la démocratie, à la République, et je suis venu là ce soir avec beaucoup de chagrin. On parle beaucoup de barbarie, mais pour moi, il y a un mot plus fort, c'est la lâcheté. Ces gens sont des lâches. Jeudi matin, à RTL. Après une nuit de tracas infructueuse, Manuel Valls est l'invité de la matinale. Tout l'état-major de la station est présent en régie. Juste devant le grand patron, Jean-Philippe Baye, le directeur de la rédaction.
Il demande à Yves Calvi d'insister sur des points bien précis. On confirme qu'ils étaient bien suivis. Les frères Kouachi étaient-ils suivis? Je vous repose ma question. Mais moi, je n'ai pas encore de réponse à ces questions. Ce qui m'importe, c'est d'abord ces individus soient appréhendés. Mais ces individus étaient connus des services. Et parce qu'ils étaient connus des services, ils ont été évidemment suivis. 2 heures plus tard, dans la cour de l'Élysée, François Hollande accueille Nicolas Sarkozy. L'ancien et le nouveau président posent côte à côte devant les caméras. L'image que François Hollande veut donner, c'est celle d'un président aux commandes qui centralise toute la gestion de la crise, Matignon, mais aussi toutes les différentes formations politiques et Nicolas Sarkozy. Et c'est une image évidemment d'unité nationale. François Hollande ouvre la séquence politique. Après l'Élysée, direction les Invalides. Il incarne le chef du combat face à la barbarie. Ensuite, priorité au direct, François Hollande s'exprime aux Invalides. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil national. Sauf que rapidement, le scénario échappe au président. Une nouvelle fusillade a éclaté, cette fois au sud de Paris, à Montrouge. C'est la nouvelle destination des journalistes, partis à la poursuite du camion de la BRI, qui va devenir le symbole de la traque. C'est le premier rebondissement de la tuerie de Charlie Hebdo. Je ferai juste que tu allumes le petit boîtier. Décale un peu par là, s'il te plaît, Nabia. Nabia Makloufi vient d'arriver sur place pour iTélé. À cet instant, elle s'interroge. Combien y a-t-il de tueurs présumés? Tu dis quoi? T'as dit 2 suspects ou 1 suspect? C'est confus. Elle vérifie ses infos auprès d'un confrère de France 24. C'est absolument pas certain qu'il y ait un complice. C'est absolument pas certain qu'il soit deux. Et que du coup, voilà, on sait qu'il y a un question. Mais parti en voiture ou à pied? Il est parti en voiture. C'est la difficulté pour les journalistes de terrain. Recouper des infos souvent contradictoires. C'est embrouillé dans ma tête là. Je sais pas qui est suspect, qui l'est pas, qui est. Tu vois? Ouais, je sais. Là, tu vois, il y a plein d'infos qui se croisent et c'est juste compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué, ouais? C'est plusieurs infos. Le Parisien donne des infos, l'AFP donne des infos, on est là, on a d'autres infos. C'est un peu compliqué de pas prendre, d'essayer de raconter un truc en essayant d'être le plus clair et le plus vrai possible, puisque pour l'instant, c'est la confusion. Au sein de sa rédaction, l'actualité de Montrouge s'efface peu à peu pour laisser la place à un moment plus solennel. 1 minute de silence en mémoire, en hommage des victimes de cet attentat. Dans la régie du télé, c'est l'un des moments forts de la journée. Il est tout juste midi. Emmanuel Goubert, l'un des rédacteurs en chef, est aux manettes en présence de la directrice de la rédaction, Céline Pigalle. On peut avoir l'extérieur 5 en son, s'il vous plaît? Son, le 5. Micro ouvert. Image de la rédaction, tous les journalistes d'ITélé qui participent à cette minute de silence, ce moment d'hommage et de recueillement qui a été ressenti. On vous a senti particulièrement ému? Habituellement, on est tellement en train d'agir qu'on n'a pas le temps ni de réfléchir, ni de s'arrêter, ni de s'apesantir. Et là, c'était tellement... Voilà, c'était tellement puissant ce moment tous ensemble que même nous, dans l'action, on a été touchés, quoi. Mais il faut vite se reprendre, la traque continue, tout s'organise pour la suivre au plus près. Il y a des équipes qui sont en train de se déplacer autour de Soissons, de Villers-Cotterêts et grosso modo dans cette région de l'Aisne, dans le nord-est de Paris. Une fois encore, on pense que c'est le dernier endroit où ils ont été vus, mais on n'a aucune certitude. Il y a cette dernière information qui vient de tomber, les suspects auraient été repérés près de Villers-Cotterêts. Il est 14h, BFM TV annonce que les suspects ont été repérés près d'une station-service. En fin d'après-midi, toutes les équipes de télé campent sur place. Les forces d'élite de la police et de la gendarmerie fouillent village par village, maison par maison. Si les journalistes télé ont appris dans la matinée que les suspects ont été aperçus dans la région, ce n'est qu'en début d'après-midi qu'ils donnent l'info. La consigne vient du ministère de l'Intérieur. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dire à l'antenne dans quel village les fouilles sont en cours, où se trouvent éventuellement les tueurs. Toutes les petites infos qu'on a, on ne peut pas les donner parce que voilà, on ne peut pas donner des informations. Si jamais les mecs qui sont en fuite ils regardent la télé, on ne va pas prendre le risque.
La zone de Villers-Cotterêts est maintenant bouclée par les forces de l'ordre. Seuls quelques journalistes ont pu pénétrer dans la zone de recherche. A plus, hein, on est en investigation là. Guillaume Oda piste les agents du GIPN pour la chaîne iTélé. Le patron d'une auberge lui file un tuyau. Les forces de l'ordre sont en embuscade autour de la maison qui est là-bas dans le bois. Laquelle? Vous voyez une lumière qui brille dans les branches là quand on y est. Sauf que la BRI vient de passer. En fait, c'est cette lumière là qui pointait, non? Les policiers ont déjà fouillé le bâtiment. Visiblement, en fait, ils quittent les lieux. Nous, on va aller plus loin et on va même peut-être aller les suivre en fait là. Attends, excuse-moi. Ils sont partis à gauche ou à droite? Par ici, ouais, ok, à gauche, merci. Guillaume Oda abandonne la piste de la maison. C'est parti pour le jeu du chat et de la souris avec les policiers. Pour le moment, on enregistre. On suit, on fouille, on traque, on est un peu des limiers et on essaye de savoir ce qui se passe et ce qui se joue. Voilà. Sauf que les principaux axes routiers sont bloqués par les gendarmes. C'est fermé depuis combien de temps en fait ici? Ici c'est bloqué depuis 14 heures, monsieur. Ah ouais. Le périmètre est quadrillé par les forces de l'ordre. C'est l'info que Guillaume Oda va donner dans son duplex. Les contrôles routiers sont encore effectués au moment où on se parle et on entend encore un hélicoptère survoler la zone, ce qui laisse penser que le dispositif certes a été allégé, mais que les recherches se poursuivent au moment où on se parle. Alors qu'à 50 km de là, les frères Kouachi sont retranchés dans une imprimerie, devant le siège de Libération, la tension est palpable. Madame, s'il vous plaît. Non. Pardon. Non. Je veux que ça puisse matin, on prend pour un Les policiers ont de quoi être sur le qui-vive. Le quotidien accueille les journalistes rescapés de Charlie Hebdo pour préparer le prochain numéro. On se met à leur disposition, ils vont nous dire ce dont ils ont besoin et on fera en sorte que ça se passe. On va les laisser ensemble, ils sont heurtés, hein. ils sont mal. À l'intérieur, la conférence de rédaction commence. Il faut imaginer le futur Charlie, dont le tirage est prévu à 1 million d'exemplaires. On est là aussi pour travailler. Donc on va oublier la folie extérieure, on va oublier les caméras. La folie extérieure est un peu plus bas dans l'immeuble. Une conférence de presse est organisée à la va-vite dans le hall, trop exigu pour contenir la masse de journalistes. Les dessinateurs de Charlie Hebdo ne viendront pas. Dans la cohue générale, c'est leur avocat qui parle au nom de la rédaction. Pour vous dire qu'on vous aime, qu'on est sensible à votre intérêt, on a besoin de se réunir dans une certaine intimité, parce qu'on a besoin de penser nos plaies aussi. À cet instant, les frères Kouachi sont toujours retranchés dans une imprimerie près de Paris. Une prise d'otage dans cette zone industrielle que vous voyez sur ces images à Dammartin en Gouelle dans le nord de la Seine-et-Marne. Sur place, les journalistes occupent ce rond-point à l'entrée de Dammartin. Un campement improvisé que les gendarmes veulent évacuer pour libérer la circulation. Vous prenez tout le matériel possible. Ouais. Et c'est combien de kilomètres? 2 kilomètres. 2 kilomètres. Des questions, vous les poserez après. Prenez tout, vous nous suivez. Et c'est possible de faire un live maintenant? Non. On peut rester ici? Et c'est ça le problème. Les reporters sont déjà prêts pour faire leur direct. Il faut vite prévenir les rédactions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le duplex, on peut être bloqué en pleine route, il y a 150 voitures de journalistes là. Ciao. C'est quoi le souci là? Est-ce qu'on reste ici alors que l'actualité se passe là-bas, mais ici on assure le duplex? C'est assez flottant, on suit l'actualité. Au même moment, le tireur de Montrouge s'est retranché dans une épicerie cachère, porte de Vincennes, où il a tué 4 personnes. Par mesure de sécurité, les forces de l'ordre repoussent les journalistes à des centaines de mètres de la prise d'otage. Eh bien, ils demandent à tous les journalistes qui s'y trouvent de quitter les immeubles. Donc, ils nous expliquent que probablement le preneur d'otage a la télévision, a accès à ce moyen d'information et il n'est bien évidemment pas question de le renseigner sur le dispositif. À Dammartin, il est 16h55 quand le GIGN donne enfin l'assaut. La régie, est-ce que vous m'entendez? La régie, putain, répondez-moi. Il y a un assaut, il y a un assaut. Hugo Clément, mettez-moi à l'antenne. Le reporter de France 2 réclame l'antenne. Non mais prenez-moi, il entend rien. Et moins de 2 minutes plus tard...
Coupez-le, il y a un putain d'assaut derrière. Il commente l'assaut en direct. On a entendu de très nombreuses détonations. Il y a a priori un assaut qui est donc en cours. Là, ça vient de se calmer à l'instant. Pendant à peu près 30 secondes, un échange de coups de feu nourri. Juste à droite de ce bâtiment gris se trouve l'imprimerie dans lequel a lieu la prise d'otages. À Vincennes aussi, l'assaut commence. La fusillade est très nourrie. Les hommes du raid sont à l'intérieur. Ils lancent des grenades assourdissantes visiblement. Les images les plus saisissantes sont des documents amateurs comme celui-ci, diffusé par France 2. Après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste se jeter sur eux arme à la main. Il est abattu. L'épilogue d'un cauchemar qui a tenu en haleine pendant plus de 50 heures les médias du monde entier.